Bonjour, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder l'Europe des Lumières au XVIIIe siècle. Alors, l'Europe des Lumières au XVIIIe siècle. Alors, l'Europe, on l'a vu au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe, on l'a vu, c'est un grand essor économique d'abord. Avec le commerce triangulaire, un commerce basé, une sorte de mondialisation qui se met en place basée sur le commerce maritime. Et tout ça va être accompagné d'importants progrès techniques et scientifiques. Alors des savants comme l'anglais Newton, Newton c'est la fameuse gravité. Ouh, c'est tombé, c'est la gravité. J'irai le chercher après, ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas cassé, non, ça va. Et par exemple aussi, qu'est-ce qu'on dirait, on a Linné, le pseudo-Linné qui va catégoriser, ou le français Buffon, qui vont catégoriser comme ça tout ce qui existe en faune et flore. Ça c'est formidable. Classer toutes les espèces végétales et animales à l'époque c'était déjà un exploit, et puis il fallait les dessiner, ils étaient bons. Et on va baser, c'est des nouvelles méthodes scientifiques basées sur le visuel, l'expérimentation, ça c'est totalement nouveau. Et bien sûr les voyages d'exploration, les grands voyages d'exploration. On a des grands voyages organisés par Bougainville en France, Bougainville qui va faire le tour du monde, la Pérouse, et qui à la fois c'est un peu militaire, c'est un peu colonialiste, mais scientifique en même temps. Et donc on ramène plein d'espèces végétales, plein d'animaux. Tout ça va faire progresser la science, le savoir. Et aussi, on va calculer les longitudes et latitudes, on va se mettre à faire pas mal de choses. Et tout ça, c'est grâce à ces voyages d'exploration. Voilà. Alors, le siècle des Lumières, ce sont donc le siècle des intellectuels. Bon, il n'y a pas que, mais ils vont quelque part révolutionner le monde jusqu'à aujourd'hui. Ils étudient les systèmes sociaux et politiques et ils vont le critiquer, en fin de compte. Et dire non, ça ne marche pas. Parce que, et on appelle ça les lumières parce qu'ils veulent éclairer les hommes. D'accord? L'obscurantisme, c'est l'inverse, c'est-à-dire je suis dans les ténèbres. Ok? Je vois rien, je sais rien, je veux rien savoir, on reste comme ça. Alors, ces hommes éclairés vont mettre des idées dans la tête de leurs contemporains. Alors c'est Montesquieu, par exemple. Montesquieu, l'esprit des lois, qui va créer l'esprit des lois en 1748, lui il se bat contre l'esclavage, on en a parlé avant, ça fait la fortune de plein de personnes. Non, l'esclavage, il dit les hommes sont égaux, c'est interdit l'esclavage. Il rejette les formes autoritaires du pouvoir, c'est-à-dire qu'il rejette le roi, par exemple, et ceux qui ont le pouvoir absolu, ce qu'on appelle l'absolutisme, voilà. Et il réclame une séparation des pouvoirs. Il y a trois pouvoirs pour lui. Il y a le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement, le roi à la rigueur, qui va pouvoir faire exécuter les lois. Il y a le pouvoir législatif, là c'est pour que les lois soient votées, et ça doit être fait par le peuple, d'après lui, par les représentants du peuple, les députés, et le judiciaire. Et le judiciaire, lui, doit être indépendant des deux autres pouvoirs pour pouvoir les juger s'ils font des erreurs. Voilà. Donc, quelque part, et du moins je l'espère, ça ressemble à nos démocraties modernes. Vous voyez, donc il était en avance. Déjà en 1748. Voltaire, Candide, Zadig Voltaire, dénonce, lui, l'intolérance religieuse. Il va même se battre. Il va jouer les avocats pour l'affaire Pallas, par exemple. C'était un monsieur qui avait été condamné parce qu'il était huguenot, c'est-à-dire protestant, donc juste pour sa religion, donc il va se battre contre ça. Il réclame la liberté des cultes, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir la religion qu'il veut. Diderot et d'Alembert, alors ces deux-là, ils sont très très connus au milieu du 18e, 1750-51, pour publier la première encyclopédie. On essaye de réunir tout ce qu'on sait en termes de savoir, aussi bien sur l'agriculture que sur le forgeron, que sur la construction de navires, etc. Tout ce qu'on sait, et on essaye de mettre tout ça dans un livre. C'est quand même assez extraordinaire.
Voilà, et qui sont pour le, justement, ils font ça parce qu'ils sont pour le développement des connaissances, pour que le maximum de personnes soient éclairées. D'accord? Rousseau, lui, carrément, il demande la fin de la monarchie, donc évidemment, il fait ça. Carrément, on stoppe la monarchie dehors. Là, le roi, il ne va pas aimer du tout, il va dire Rousseau dehors. Et contre le pouvoir absolu, l'absolutisme, donc, et plus d'égalité. Voilà. Alors, et ils remettent en cause, évidemment, la religion. Alors, évidemment, tout ça, ça va se transmettre. Ça va se transmettre d'abord dans des cercles, des cafés littéraires. C'est rien, c'est un tremblement de terre. Non, je rigole. Les cafés littéraires. On va le retrouver aussi dans des sociétés savantes, on appelait ça. Voilà. Et les sociétés savantes, on se retrouvait, on discutait. Alors ces sociétés savantes, elles sont souvent de la haute bourgeoisie, de la bourgeoisie, haute bourgeoisie, et bien sûr la noblesse. Alors, ces idées-là vont avoir plus d'impact au niveau des bourgeois. Parce qu'on est quand même dans un monde où c'est l'absolutisme, donc c'est-à-dire c'est assez pyramidal comme système. J'ai en haut le roi, et puis les nobles en dessous, et puis en dessous les bourgeois, et puis en dessous, grosso modo, on a les autres, quoi. Hein, et entre les bourgeois et les nobles, on a les religieux. Bon. Ben, quelque part, quand vous êtes bourgeois, hein, vous dites, moi, j'ai réussi, je suis à mon niveau parce que je travaille pour ça, je fais des efforts. L'autre, il est juste bien né. Hein, quand vous êtes noble, c'était juste parce que vous étiez né dans la bonne famille. Donc il y avait un petit peu d'injustice. Donc quand on parle d'égalité, ça marche très très bien chez les bourgeois, hein, plus que chez le roi. Hein. Voilà. Et puis ce sont aussi, ça va se diffuser aussi dans toute l'Europe. Les gens trouvent ça bien. Et puis il y a même des rois, le roi de Prusse ou Catherine II de Russie, qui va inviter les philosophes français pour entendre ces nouvelles idées. D'ailleurs, Catherine II de Russie, au départ, se mettra à parler aussi d'égalité, de représentants du peuple et de diffusion du savoir, en développant des écoles. Voilà, mais ça va s'arrêter là assez vite, parce que, en fin de compte, en même temps, elle a peur de perdre son pouvoir absolu, elle y tient énormément, et la révolution de 1789 va lui faire très 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 peur. Donc, ils vont tous refaire marche arrière, hein, et rejeter après ces idées de Diderot pour Catherine II, par exemple, ou d'autres ou Voltaire pour le roi de Prusse, par exemple, va être rejeté. Alors, mais ça va se diffuser quand même. Ça va se diffuser dans le monde bourgeois, ça va se diffuser chez certains nobles, ça va se diffuser parmi le peuple, petit à petit. Donc, ça va être très important. Donc, voilà, ça va modifier le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que ces philosophes et ces, comment ça s'appelle, ces inventeurs, ces chercheurs, hein, comme Newton par exemple, vont nous influencer jusqu'à aujourd'hui. Alors ça ne va pas simplement influencer que l'Europe. Hein. Les États-Unis, 1776, indépendance de l'Amérique face à l'Angleterre, parce que c'était une colonie anglaise avant. Hein. Donc ils vont se libérer et s'inspirer des idées des philosophes, importés aussi par des Français, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'indépendance américaine est surtout due à l'aide française à l'époque, puisque s'ils gagnent certaines batailles vers la fin, c'est grâce à Rochambeau et Lafayette, hein, et aux soldats français qu'on a envoyés là-bas, et puis à la marine française, qui pour une fois bat la marine anglaise, hein, c'est pour vous dire. Donc, comme quoi on avait fait les progrès en marine à l'époque. Voilà. Donc, ça va même s'exporter relativement bien. Et après, la révolution de 1700, l'indépendance américaine et la déclaration de droits de l'homme des Américains de 1776 vont aussi influencer en retour, vous voyez, la France de 1789. Voilà, donc souvenez-vous, 18e siècle, de 1700 à 1799 si vous voulez, le siècle des Lumières. Voilà. Voilà. Qui va influencer le monde bourgeois
et puis le monde noble, et puis les peuples, pour arriver à ce qu'on appelle la révolution de 1789. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Et puis s'il y a un souci, contactez-moi. Merci. J'espère que ça a été. Hein. Donc, travaille bien. Et à bientôt. Merci.